Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous, émission en direct du lundi au vendredi. Vous le savez, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, les salariés en télétravail, est-ce qu'ils font courir un risque à leur entreprise ? Oui, il y a une vraie question de cybersécurité. On fera le point dans quelques instants avec un spécialiste, un auditeur. Smart et Réglo, le licenciement économique. Oui, comment ça marche ? C'est souvent un parcours du combattant pour l'entreprise. Une avocate viendra tout nous expliquer. La pause café avec Fanny Grace-Ferrand. On souffle un tout petit peu et on parle de télétravail. On ne parle que de lui à cette pause café et il se passe des choses assez positives finalement pour ce télétravail. Le cercle RH, retour vers le Covid. Mais oui, hier à 20h, le président Macron, vous vous en souvenez, annonçait un couvre-feu radical. Que faisiez-vous d'ailleurs ce jour-là ? On s'en souvient tous de ce moment de 20h. On parlera dans notre débat et on donnera la parole à des entreprises qui étaient en première ligne ce jour-là. Elles nous feront partager leur expérience et puis tout le chemin parcouru depuis un an. Et puis, fenêtre sur l'emploi, dernière rubrique, devenir un athlète du recrutement, l'athlète Thinking, j'espère que je l'ai bien dit. Vous saurez tout avec Grant Alexander. Voilà pour le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler télétravail, je vous l'ai dit dans notre programme, dans la pause café, on parlera de ce télétravail, alors sur le plan sociologique avec Fanny Grace-Ferrand, mais là on va faire un petit focus informatique sur le piratage, la cybercriminalité, c'est un vrai sujet. Est-ce que ces salariés en télétravail font courir un risque pour leur entreprise ? On en parle avec Manuel Leroux. Bonjour Monsieur Leroux. Bonjour. Directeur de Talens Audit, qui est un cabinet d'audit, alors qui est plus large puisqu'il y a un volet expertise comptable d'un côté avec 2500 salariés, et puis vous êtes à la tête, vous, de ce volet audit, voilà, avec 150 auditeurs. Alors d'abord, une première question, Manuel Leroux, parce que on a souvent l'habitude de recevoir des entreprises de la tech pour nous parler de cyber et de danger pour les salariés qui sont à distance. Oui. Vous vous dites, moi aussi j'ai cette compétence, moi aussi j'ai une vue peut-être encore plus globale finalement du sujet. Tout à fait, je pense que nous, en tant qu'auditeurs, on a une vue transversale de l'organisation et des process de l'entreprise. Donc au final, on mesure parfaitement tous les enjeux de la cybercriminalité et des politiques de sécurité et l'impact de ces politiques sur la performance de l'entreprise. Excusez-moi, de ces politiques ou de ces non-politiques ? Ou de ces non-politiques. Parce que vous découvrez, j'imagine, souvent, quand vous faites votre audit, quand vos collaborateurs se déplacent, ils vous disent, mais il n'y a aucune sécurité, ils n'ont rien prévu. C'est assez rare quand même. Ils ont prévu un peu quand même. Oui, tout le monde prévoit un peu. Après, le degré de prévention et de sauvegarde, je dirais, est très variable en fonction des entreprises. Alors, c'est pas forcément une question de taille, hein. Ça peut être aussi une question de secteur. C'est vrai. C'est plus sensible, moins sensible. Oui, plus un secteur est exposé, plus il a des données confidentielles, plus il aura été sensibilisé aux problématiques du règlement général de protection des données, le RGPD. Voilà. Plus il aura été sensibilisé aux enjeux vis-à-vis de la CNIL, et donc voilà, plus il mettra de pare-feu, de garde-fous. Vous nous avez préparé, alors c'est vous qui en avez le secret, un petit schéma, mais vous me le disiez tout à l'heure, vous aviez essayé au départ de le faire avec un ingénieur de la tech, ça ressemblait à du grec ancien. Là, vous avez essayé de simplifier les choses par deux cheminements, c'est-à-dire la protection versus entreprise, et puis là, on va le voir, ce schéma, puis la protection pour des particuliers. Alors, on a bien sûr, comme tout particulier, les pare-feux. Oui. Là, vous avez décidé de nous montrer deux chemins. Côté entreprise, qu'est-ce que vous nous dites dans ce schéma ? Ce qu'on veut vous dire côté entreprise, c'est que, alors là, je me situe dans le cadre d'une entreprise qui est c'est plus simple, structurée. Voilà, hein. Donc, c'est-à-dire qu'elle a conscience des enjeux, elle a mis en œuvre un certain nombre de protections qui sont les protections classiques comme les pare-feux, les antivirus. Donc, on s'aperçoit dans mon schéma qu'il y a au moins un pare-feu antivirus au niveau de l'ordinateur portable, il y a un second pare-feu antivirus avant de rentrer dans l'environnement de l'entreprise, et il y en a un troisième lorsqu'on est dans l'entreprise. Donc normalement, c'est un dispositif qui préserve plutôt bien. Excusez-moi, ça c'est la base. Hein. C'est la base de la protection. Oui.
Mais il faut l'extincteur et puis il faut peut-être des capteurs de feu là, parce que il en faut plus. Oui, mais alors après, est-ce que ces antivirus et ces pare-feux sont à jour? Est-ce qu'il s'agit des dernières versions, etc. Là, par contre, il peut y avoir une autre problématique. Donc ça, vous vérifiez évidemment que tout ça est bien en règle, parce qu'il faut d'abord avoir des pare-feux qui arrêtent le feu. Qui arrêtent le feu. Pour faire une image. Et puis parfois, on ne peut pas arrêter le feu, donc les virus se diffusent tout de même. Pour qu'on comprenne bien, là on est dans un dispositif assez intelligible pour moi, qui vient des sciences sociales, donc je vous remercie d'avoir fait de la pédagogie. Et puis pour ceux qui nous regardent évidemment, quels sont les types d'attaques? Parce que, il faut le dire, vous faites des audits, donc vous arrivez finalement à un niveau de confidentialité avec vos clients très important. Beaucoup de clients ont des attaques, subissent des attaques, n'en parlent pas. Non. Souvent, on crypte leurs data, il faut le dire assez simplement, puis on leur dit, pour avoir la clé de décryptage, c'est 200 000 €. Voilà. C'est ça, c'est ce qui se passe. Oui. Alors, il y a deux types d'attaques. On rencontre régulièrement deux types d'attaques. Et paradoxalement, celles qu'on rencontre le plus, ce sont les attaques de type fraude aux dirigeants ou aux fournisseurs. C'est-à-dire, c'est un mélange entre la criminalité classique, on joue sur l'humain, on fait une pression sur les collaborateurs, on se présente comme un fournisseur ou comme quelqu'un de proche du dirigeant. On rentre par le biais de « je suis un fournisseur ». Voilà, on s'est renseigné avant, on connaît le nom de la secrétaire, on connaît le nom de la trésorière, etc. Donc ça, c'est pas de l'informatique. Et puis après, il y a le deuxième volet sur ces attaques qui arrive, c'est l'informatique. C'est-à-dire qu'on transmet soit des pièces qui ont été volées sur le site, ou des pièces qu'on a fabriquées ou qu'on a obtenues. Et on communique sous une fausse adresse. Par exemple, on a une adresse, une URL, celle qui s'affiche n'étant pas celle qui communique. Voilà. Et du coup, on monte une fraude. Alors, et qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une telle pression psychologique, et ça, je peux vous garantir. Donc là, c'est pas de la data, c'est de la criminalité mafieuse. C'est un mixte entre les deux. C'est-à-dire qu'on utilise à un moment les outils informatiques pour déclencher le virement ou le paiement. Et on demande de l'argent. Et on demande de l'argent. Et je peux vous assurer que, contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, malheureusement. C'est-à-dire que c'est fait dans des timings avec une pression exceptionnelle. Et du coup... Mais en échange de quoi? Parce que l'entreprise... En échange de rien. Alors moi, j'ai un cas récent. Il avait été capté des factures fournisseurs. Et le fraudeur s'est présenté comme le fournisseur lui-même et a demandé le règlement de la facture. A demandé le règlement en urgence parce que la facture, ça faisait il en avait vraiment besoin. Mais très concrètement, quand vous vous déplacez dans les entreprises, vous ou vos collaborateurs, parce que vous n'êtes pas forcément dans l'audit de terrain aujourd'hui, mais vous supervisez tout ça, quel message vous donnez à vos auditeurs sur à la fois les protections et les propositions de résolution? Parce que l'entreprise, elle veut des solutions. Alors, on fait des audits qu'on appelle de sécurité, c'est-à-dire des audits globales sur... les mises à jour, sur la gestion des mots de passe, sur les habilitations, les accès, sur les niveaux de les niveaux de mise à jour dont on parle pas forcément beaucoup sont extrêmement importants. C'est-à-dire plus on a des versions anciennes, plus on est exposé, parce que plus ces versions sont ouvertes. Et j'ai eu le cas récemment dans une entreprise, justement, c'était la semaine dernière, d'une entreprise qui a été attaquée par un virus qui est rentré par alors ce qu'on appelle un port, je ne suis pas un technicien, mais un port, si vous voulez, c'est une porte qu'il y a sur les serveurs. On parle beaucoup des virus, c'est pas le Covid là? Non, mais... C'est pas le Covid celui-là. Non, mais on n'en est pas loin en termes de... Il y a un petit côté Covid. Donc si vous voulez, pour faire simple, sur l'ordinateur, il y a 16 596 ports, c'est-à-dire 2 puissance 16. Et c'est autant de portes qui peuvent être ouvertes. Et chez mon... Ce sont des portes, vous parlez de portes. Alors... Des ports. En informatique, on parle de ports, et pour faire simple, je parle de portes parce que honnêtement, c'est un peu comme une porte. Donc on peut en ouvrir presque autant qu'on le veut, quoi. Et oui, tout à fait. Et si ces portes, si ces ports ou ces portes restent ouvertes à un moment parce qu'elles ont été utilisées, elles n'ont pas été refermées, c'est un accès. Et chez mon client, il y a eu un virus qui est arrivé par un fichier qui a été ouvert, alors par les mails, puisque un grand classique. La cause principale, c'est le mail. J'ouvre une pièce jointe, voilà, on et ouvre bim. une pièce jointe, et le virus, il a balayé tous les ports, donc les 16 587, sur tous les postes, c'est-à-dire sur 250 postes. Et à un moment, il a trouvé. Et il est rentré. Et donc, une fois rentré, il a commencé à diffuser. C'est-à-dire à crypter. Mais alors, ce que je voudrais vous montrer, parce que c'est quand même assez... Voilà. Ah, vous n'êtes pas venu les mains vides aujourd'hui? Non, je ne suis pas venu. Ah oui. Je suis venu parce que je pense qu'il faut le souligner. Alors, montrez-le-moi, je vais le montrer parce que c'est un document important, signalement d'une compromission probable. Voilà. Et ça, c'est un document officiel du secrétaire général de la Défense. C'est le Premier ministre qui nous l'a envoyé. Ça, c'est un document qui vous permet de quoi faire?
qui vient de l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et je veux vraiment souligner le travail que fait l'ANSSI, j'ai aucun intérêt particulier. Non, mais l'institution... Franchement, parce que dans ce document, vous pourrez le voir, l'ANSSI a averti le client qu'il y avait une adresse IP malveillante qui avait communiqué avec son système et qui était rentrée dans son serveur. Et donc, elle informe le client, il y a l'heure, etc. Et donc, il est indiqué, vous avez une adresse, c'est la deuxième page, mais c'est confidentiel, mais bien sûr, mais donc, vous avez une adresse IP malveillante, voilà, qui est une adresse russe, en l'occurrence. C'est intéressant, j'allais vous le demander avant de nous quitter. Voilà, on dit que ça vient des pays de l'Est, l'Ukraine, la Russie. Russe, en l'occurrence. Et donc, ils ont identifié que cette adresse avait communiqué avec les systèmes d'exploitation de mon client. Donc, je ne sais plus, 14h54, ils ont envoyé en disant, voilà, on sait qui vous êtes là, arrêtez. Voilà, et c'est votre serveur, c'est votre adresse IP, et elles ont été en connexion toutes les deux. On vous demande d'être vigilant et de regarder. Et ça veut dire qu'ils savent, l'ANSSI, grâce à leurs travaux et à leurs enquêtes, ils savent d'où vient le hacker, et ils ont une pression, ils ne peuvent rien faire. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire au final. Mais en tout cas, ils ont levé le pied, en tout cas, pour... Et du coup, mon client avait détecté 10 minutes après, je crois. Mais c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'ils ont une surveillance très, très pointue. Donc ça, c'est quand même... Pour les entreprises, c'est, je pense, un élément fondamental. Et la suite du rapport, c'est une dizaine de conseils. De procédures à suivre, et à chaque fois il est mis, bon voilà, si vous rencontrez ce problème-là, c'est qu'il y a certainement un risque. Si vous ne rencontrez pas le problème, c'est que c'est pas un risque. Donc c'est le thésaurus pour justement éviter les risques. Voilà. Merci. Je voudrais citer, excusez-moi, il y a 2 sites. Rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, c'est l'ANSSI et c'est cybercriminalité.gouv, qui sont les 2 sites gouvernementaux qui sont là pour aider les entreprises. Les références. Manuel Leroux, vous êtes intarissable. Vous êtes pourtant à la base quelqu'un qui ne vient pas de la tech, mais ce sujet évidemment vous passionne, et puis vous le portez évidemment à travers le travail de vos auditeurs sur le terrain. Talens Audit, c'est 150 collaborateurs, puis c'est un groupe beaucoup plus large avec des commissaires aux comptes et des experts comptables. Et des conseils, sociétés d'informatique également. Talens Audit, voilà, soyez vigilants en tout cas sur votre sécurité informatique, notamment avec vos télétravailleurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. La suite de notre programme, alors ça va intéresser le chef d'entreprise et l'expert comptable, évidemment, j'en suis sûr. On va parler du licenciement économique, Smart et Réglo, une rubrique chaque jour, un focus juridique avec un avocat ou un expert. Ben aujourd'hui, on parle justement du licenciement économique. C'est souvent un peu compliqué, le licenciement économique. On en parle tout de suite. Smart et Réglo. Vous connaissez notre rubrique et vous connaissez notre invitée. Elle est venue à plusieurs reprises, Émilie Meridjen. Merci d'être là. Vous êtes avocate en droit du travail, spécialiste en droit social, droit du travail et droit social, cabinet SVZ. Merci d'être avec nous. Alors, ça paraît tout bête comme sujet, mais c'est éminemment complexe, le licenciement économique. Concrètement, vous avez eu envie, parce que c'est vous qui avez un petit peu organisé cette chronique, le vrai ou le faux. C'est vraiment intéressant parce qu'on se pose toujours des questions, on n'a pas de réponse. Il y a quand même des préjugés concernant un groupe international qui emploie des salariés en France. Alors, je vous rappelle qu'il y avait la loi Copé, il y avait un débat sur les filiales qui était le débat de la loi, une loi très importante. Est-ce qu'on peut licencier en France si le groupe est à l'étranger et que le groupe va bien économiquement? Alors, vrai ou faux? On peut? Alors, ça dépend de quand. Il y a quelques années, on pouvait, mais avec un certain nombre de contraintes. En fait, on reste sur le domaine des licenciements économiques et des groupes internationaux avec des préjugés forts. Et notamment la situation où une filiale en France d'un groupe international ne va pas bien, mais le groupe va bien. Jusqu'en 2017, c'était un véritable casse-tête pour les juristes parce qu'il fallait apprécier les difficultés économiques, non pas au niveau de la filiale française, mais au niveau du secteur d'activité dans le groupe. C'était une revendication des syndicats la plupart du temps. Exactement. Le groupe va bien, mais il ferme l'entreprise industrielle. Exactement. Donc une question de légitimité du licenciement, d'incompréhension de la part des salariés, mais de la part des juristes, des DRH, une difficulté parfois technique à collecter de l'information, à la consolider, à lui donner une cohérence, parce qu'entre une entreprise au Brésil qui va bien et une entreprise en France qui va pas bien, même si au final elles ont le même actionnaire, quel est le lien véritablement opérationnel entre les deux? Il y en avait rarement. Donc on avait de véritables difficultés. On s'en est ouvert auprès de tous les interlocuteurs publics qu'on a pu croiser dans nos carrières respectives en tant que conseil. Et en 2017, une ordonnance a changé ça et a restreint, heureusement, le périmètre d'appréciation des difficultés économiques au niveau uniquement du territoire français. Donc c'est
source de sécurité juridique plus grande pour les employeurs et un frein en moins, on va dire, pour les investisseurs étrangers. On pense aux affaires Goodyear, on pense récemment à l'entreprise de Béthune, du pneu, dont la marque m'échappe, mais c'était le même débat. Bridgestone, qui globalement était une entreprise qui fonctionnait plutôt pas mal et qui va se séparer, qui va d'ailleurs le faire, de 650 salariés, c'est réglé. C'est validé. L'ordonnance a facilité finalement la rupture ou la fin de l'entreprise. Oui, alors du point de vue des salariés, c'est peut-être une régression, mais en même temps, c'était un véritable frein, nous, en tant que conseil, quand on devait expliquer à des Japonais ou à des Américains que s'ils s'installaient en France et que la société ne fonctionnait pas, ils auraient de grandes difficultés à se retirer du marché. Concrètement, ça freinait les investissements étrangers. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a évidemment les cas très médiatiques que l'on voit à la télé, et puis ensuite, il y a l'attractivité de la France, avec des investisseurs qui ne comprennent pas notre droit, parce que c'est de ça dont il est question, qui se disent, mais attendez, je ne prends pas ce risque. C'est notre quotidien en tant qu'avocat en droit du travail, quand on travaille, comme c'est mon cas, avec des employeurs qui ont des installations à l'étranger, leur expliquer le droit du travail français, c'est une gageure. Ils nous regardent avec de gros yeux comme ça, et en matière de licenciement économique, c'était encore plus vrai. Mais oui, on n'a pas bonne réputation. Hein. On a très mauvaise réputation, et puis compliqué. Quand on fait du droit comparé et qu'on hésite entre s'installer en France ou s'installer en Angleterre... On va plutôt en Angleterre. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on se sépare, je mets des guillemets, plus facilement d'un collaborateur ? Tout à fait, avec moins de risques juridiques, moins de risques financiers. Donc forcément, en termes d'attractivité, on n'était pas très bon. Et cette ordonnance, à la fois sur le motif, mais c'est aussi un deuxième point sur l'obligation de reclassement, qui est quelque chose de plus technique, mais de tout aussi important du point de vue juridique. On va y venir. C'était également un problème. Concrètement... je poursuis concrètement. Non, mais c'est la question de savoir s'il faut reclasser dans le monde entier. Exactement. Et l'entreprise, mais comment on fait ? Alors, c'était très souvent extrêmement compliqué à mettre en place en pratique. C'était source d'incompréhension majeure par les salariés et ça a donné lieu d'ailleurs à des cas assez médiatisés où vous aviez des entreprises qui délocalisaient en Europe de l'Est et qui proposaient des postes à 300 € par mois. Donc c'était pris comme quelque chose d'insultant par les salariés alors qu'en réalité c'était une obligation de la part de l'employeur. Donc tout ça est également réglé depuis les ordonnances de 2017 puisque l'obligation de reclassement, donc celle qui consiste pour un employeur qui s'apprête à licencier pour motif économique, à essayer de retrouver un poste au sein de son groupe, cette obligation-là est désormais limitée aux implantations du groupe uniquement sur le territoire français. C'est beaucoup plus simple de collecter des offres d'emploi en France que partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, c'était très large. Techniquement, l'entreprise qui avait des difficultés, le groupe mondial qui avait une filiale en France, en fait, se contentait de quoi ? D'écrire un courrier en demandant aux collaborateurs, aux salariés, êtes-vous favorable ou pas à une mutation dans un pays étranger, parce que finalement, ils ne pouvaient pas faire un appel téléphonique à chacune de leurs filiales pour savoir s'il y avait de la place. C'était ça la difficulté. Alors, il fallait faire les deux. Ah, les deux. C'est-à-dire qu'on interrogeait les salariés sur leur souhait de potentiellement recevoir des propositions de poste à l'étranger. Si les salariés acceptaient, il fallait bien leur proposer. Donc ça veut dire qu'il fallait écrire à toutes les filiales à l'étranger, leur demander s'ils avaient des postes disponibles et compatibles avec le profil de nos salariés. Ensuite, on fait le tri et on propose individuellement à chaque salarié qui s'est porté volontaire pour un reclassement. C'est très long. C'est long. Ça demande beaucoup de ressources en interne et puis on se heurte parfois, on se heurtait même souvent à des absences de réponse. Ah oui, parce que quand vous êtes au Brésil et que vous recevez un mail de quelqu'un que vous ne connaissez pas en France qui vous dit « je licencie pour motif économique, est-ce que vous avez des postes à... » C'était source de grande incompréhension au sein des groupes. L'avocate, alors on a compris qu'il y avait un travail d'accompagnement de vos clients étrangers qui viennent s'installer, donc il y a un travail de pédagogie. Tout à fait. Il faut les rassurer. Est-ce qu'il va mieux le droit du travail et le code du travail ? Parce que vous vous souvenez, ça avait été un grand débat, qui était le débat que vous posez finalement. Ce code du travail qui fait 1,50 m, qui évolue chaque semaine, c'est un casse-tête. Ça va mieux ou pas ? Ou globalement, pas grand-chose a changé ? Parce qu'Emmanuel Macron avait beaucoup parlé de ça. Alors, je trouve que ça va mieux. Je trouve que ça va mieux et qu'on a un certain nombre de mesures, celles dont on parle aujourd'hui, mais également le barème Macron, encore une fois, qui peuvent être perçus. Au prud'homme, la barémisation. Exactement. Je peux entendre que du point de vue des salariés et des syndicats, ça puisse être perçu comme une régression individuelle de leurs droits. Néanmoins, au niveau macroéconomique, nous, ce qu'on voit, c'est que les employeurs, et notamment les étrangers, se sentent rassurés par un système qui est un peu plus sécurisant pour eux et que du coup ils sont plus enclins à s'implanter et à recruter. Donc quand on prend un petit peu de distance, quand on dézoome par rapport à la situation individuelle de telle entreprise ou de tel salarié, je pense que ça met un peu d'huile dans les rouages et que ça permet de fluidifier le marché du travail, ce qui était l'objectif. Ça se fait pas en un jour évidemment, c'est long. Les préjugés sont bien installés, le droit du travail français a
encore une mauvaise réputation, mais on a quand même aujourd'hui un peu plus de quoi rassurer nos clients étrangers. Émilie Méridienne, avant de nous quitter, un peu de macro, quand on est victime, quand on est touché par un licenciement économique, on bénéficie de quoi exactement ? Alors, en termes d'accompagnement, ça dépend de la dimension du licenciement économique, si c'est un petit licenciement économique ou si c'est ce qu'on appelle un plan social, aujourd'hui qui s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Le fameux PSE. Exactement. Dans ce cas-là, on bénéficie d'un certain nombre de protections d'ordre procédural, donc c'est extrêmement encadré. L'employeur ne peut pas faire ça de n'importe quelle manière, il doit négocier avec les syndicats. Il y a un contrôle de l'administration qui va valider, exactement, oui. Vous avez bien révisé. J'ai bossé comme un dingue. Voilà, qui va homologuer ou valider le plan social selon la forme qu'il aura. Et naturellement, les salariés ont un accompagnement financier qui va être proportionnel aux moyens du groupe. Alors là, pour le coup, c'est de la négociation, là. C'est de la négociation, mais c'est contrôlé par la directe, dans certains cas. Les moyens du groupe, ça reste les moyens du groupe pris au niveau mondial. Ah, cette fois-ci au niveau mondial. Donc la directe va nous demander des justifications sur comment va le groupe au niveau mondial. Et si, je reprends toujours le cas du Brésil, au Brésil, ça va très bien et qu'au niveau mondial... On ira chercher de l'argent au Brésil. Ça, c'est l'élément négatif, si je peux, avant de nous quitter. Exactement. Vous voyez, on a concentré sur le plan hexagonal certains sujets, pas celui-ci. Pour la négociation et les indemnités, qui sont parallèles aux indemnités chômage, on ira chercher l'argent au groupe. Et les salariés restent toujours bénéficiaires d'un dispositif d'accompagnement plus favorable au chômage et ils ont la possibilité d'aller au prud'homme. Ordonnance de 2017. Celle-ci, elle est importante parce qu'elle a facilité le travail de vous, Émilie Méridienne, et de tous vos collègues qui travaillaient sur ces sujets, avocate en droit du travail et en droit social. C'est un plaisir de vous avoir accueilli sur le plateau. Vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment, pour un vrai faux. J'adore les jeux vrai-faux. Vrai ou faux? Ça, c'est très simple et en même temps, ça nous éclaire. Merci. On fait une pause café tout de suite. Je ne sais pas si vous travaillez sur ces sujets, mais nous, on travaille beaucoup sur le télétravail. En tout cas, Fanny Griesmer est devenue une spécialiste du télétravail. Et on en parle même à la pause café, c'est vous dire. La pause café. C'est important de faire une petite pause café. Même à la pause café, Fanny, c'est le moment où on se détend, même là, vous nous parlez de télétravail. Pourquoi nous parler... encore? Mais pourquoi encore? Le télétravail, on est le 17 mars. Certains l'ont découvert il y a tout juste un an. Pour le meilleur, parfois pour le pire. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, on va encore beaucoup en parler, ça c'est à peu près sûr. Des avantages, des inconvénients, de nouvelles tendances aussi qui émergent dans son sillage. J'ai sélectionné pour vous 3 infos pour savourer le télétravail autrement. Concrètement, ce sujet, c'est quoi? C'est verre à moitié plein ou verre... Parce qu'il y a eu des invités sur ce plateau qui disent ça marche pas. Vous nous dites aujourd'hui, quand même, il faut le dire, c'est plutôt pas mal. Moi, je dis rien. Non, mais le travail que vous allez faire émerger nous dit c'est plutôt positif. Non, c'est surtout qu'on s'est adapté. En tout cas, travailler chez soi en charentaise ou en pyjama ne nuit pas aux performances professionnelles, bien au contraire. C'est en tout cas ce qui ressort de cette dernière étude de l'Institut Sapiens, étude selon laquelle le télétravail aurait fait bondir de 22% la productivité des salariés. Une hypothèse basse selon le cercle de réflexion libérale qui donne par ailleurs quelques éléments d'explication. Déjà une augmentation du temps de travail et de sommeil. Oui. On ne va pas s'en plaindre. Moins de transport. D'après les auteurs de l'étude, à la maison, les distractions et les perturbations sont moins nombreuses, comme les pauses café. Des pauses café que je vous invite tout de même à faire en notre compagnie, bien sûr. Il y a aussi une forte réduction des réunions inutiles et chronophages. Alors, une explosion de la visio, mais visiblement, on réduirait le nombre de réunions pour se concentrer sur l'essentiel. Et puis, il y a aussi le temps de trajet, vous le disiez, économisé, qui s'est transformé en temps d'activité ou en temps de sommeil et qui permettrait aux salariés d'être plus en forme et donc plus productifs. Du positif pendant cette pause café. Il y a plein de positifs finalement. Mais oui, en plus, le travail à distance permettrait d'augmenter la motivation, la responsabilisation des salariés qui ont plus de liberté quant à leur gestion de leur emploi du temps. Les auteurs de l'étude pensent également que le télétravail permettrait de résoudre, je cite, les nombreux dysfonctionnements managériaux, souvent source de conflits ou d'absentéisme. Je pensais que c'était le contraire et que ça avait fait émerger des soucis. En tout cas, cette étude il y a moins de tension. Voilà. Bon, résultat très positif pour le coup. Le recours au travail à domicile aurait permis de préserver plus de 200 milliards d'euros de PIB en 2020 et ce grâce à une productivité dopée. Ça fait 9 points de PIB qui ont pu ainsi être sauvés en 2020.
une bonne nouvelle qui est pourtant à nuancer. Attention, une généralisation sur le long terme pourrait avoir des effets pervers, contre-productifs selon le think tank, surtout s'il se poursuit sans négociation et sans accompagnement vraiment adapté. Une perte de productivité pouvant aller jusqu'à 20%. C'est certainement là le grand enseignement de cette étude. Le risque à long terme, c'est moins d'idées, une démotivation, un désengagement des salariés isolés, moins stimulés. des risques Bah oui. psychosociaux, on en a beaucoup parlé aussi sur ce plateau, donc des pertes de productivité à long terme. C'est ce que l'on appelle l'effet cloche. L'effet Vous savez, cloche. la parabole, voilà. Oui, on voit Au la début, cloche. voilà, ouais. ça monte et hop, La cloche, la fameuse cloche, c'est important. Donc une préconisation, bah oui, qu'est-ce que vous un travail préconisez hybride, bah, bien là sûr. aussi on en a beaucoup parlé, 2 à 3 Je fais pas de jours relance, en en fait. télétravail. Ouais. Voilà, le reste au bureau. Je vous rappelle quand même que pour l'instant, le télétravail reste la règle, avec toujours ce petit assouplissement qui a été concédé début janvier. La possibilité pour les salariés de revenir sur site une fois par semaine, s'ils en éprouvent le besoin, et bien sûr avec accord de leur employeur. L'émergence du Zoom Town. En ce moment, vous prenez beaucoup Et de des mots anglais. Zoom Towns. Des towns. Yeah. Voilà. Les Zoom Towns. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des villes Ouais. qui, a priori, n'étaient pas faites pour accueillir des jeunes travailleurs urbains, mais qui deviennent pourtant Eh oui. des villes et des pôles d'attraction surtout, qui font le plein de nouveaux habitants. Cette tendance se dessine actuellement aux États-Unis, et ce depuis quelques mois. Alors c'est vrai qu'enfermé chez soi, dans quelques mètres carrés payés très très cher, ça laisse du temps, notamment pour réfléchir. Et avec le télétravail, plus besoin de tout plaquer pour se mettre au vert, il suffit de prendre avec soi son ordinateur. Alors ces villes qui émergent actuellement, elles attirent les télétravailleurs, et c'était habituellement des villes de vacances, des lieux où les gens aimaient bien venir passer du temps libre pour profiter de la nature, des grands espaces, des paysages de cartes postales, des villes qui se transforment petit à petit en villes à plein temps pour ces télétravailleurs en quête d'espace donc, et surtout d'un loyer moins cher que dans les grandes métropoles. L'idée des Zoom Towns, c'est vraiment de joindre l'utile à l'agréable, sauf que la revanche des petites villes a un prix, c'est vrai que c'était de paisibles bourgades qui ne le sont plus vraiment aujourd'hui, puis d'autre part c'est leur foncier qui en a pris un coup, jusqu'à 25% d'augmentation dans certaines villes. Et les Parisiens ont déboulé en province. Il y a une tendance, alors je vais bien le dire, du gangbang. Le gangbang. Alors là, ça me laisse sans voix. Le gangbang explose. Alors, je sens que ça vous laisse songeur. Oui, Qu'est-ce que ça peut dites-moi tout. vouloir dire, le gangbang? Eh bien, c'est une nouvelle façon de travailler ensemble, Ah oui, mais à distance. à distance. Le principe est assez simple. Vous vous connectez en visio, micro coupé, vous avez un casque sur les oreilles et vous travaillez avec sérieux. Vous êtes face à d'autres qui eux aussi travaillent. Voilà, c'est un moyen de travailler ensemble, mais à distance. Ah oui. Alors l'idée n'est pas du tout nouvelle. Ce type de vidéo aurait été lancé il y a quelques années déjà par des étudiants coréens, soucieux de montrer et surtout de prouver à leurs parents qu'ils travaillaient sérieusement. Et c'est vrai que la crise sanitaire a donné un nouveau souffle à ce genre de vidéo, très populaire chez les étudiants qui se sentent très isolés actuellement. Alors si vous n'avez personne avec qui bachoter en ce moment en visio, vous avez des vidéos sur YouTube de personnes qui sont en train de travailler. Ça peut éventuellement vous stimuler, vous accompagner dans vos séances de travail. Incroyable. En fait, ça fait comme une bibliothèque virtuelle. C'est ça. Voilà, vous êtes en silence, mais vous avez quelqu'un en face de vous. On peut mettre un feu de cheminée virtuel ou pas? Aussi, Aussi, mais ouais. du coup, on en sort du gongbang. Ah, du Gongbang, gongbang, c'est la contraction de, attention, Gongbu Bangsung, qui veut dire, en coréen, révision diffusée. Gongbu Bangsu. Voilà, c'est un, Je l'ai dit. c'est un show à la coréenne. Ah, c'est un show à la coréenne. Là, c'était incroyable, cette fin de chronique avec des mots nouveaux et qui n'étaient pas anglais pour le coup. Le Non, gong, voilà, écoutez, le gong je bang varie un petit peu. Un nouveau mot et en explose. coréen. Vous n'êtes pas seul grâce à Zoom, c'est ce que nous dit Fanny Griesmer. C'était une super pause café. On va faire d'ailleurs nous-mêmes une petite pause, sans café pour le coup. On va s'intéresser au Covid, évidemment. Vous savez, hier à 20h, le président Macron nous annonçait le confinement. C'était une chape de plomb qui nous tombait sur la tête et on va recevoir dans quelques instants des entreprises qui étaient en première ligne, qui ont dû faire face dans la grande distribution, mais aussi dans l'aide à la personne. On va faire le point avec elles, puis il faut savoir le chemin qu'elles ont parcouru depuis un an, alors qu'on nous annonce un risque de reconfinement. Évidemment, on fait le point dans quelques instants après cette courte pause.
Le cercle RH, c'est notre débat quotidien. Vous connaissez le rendez-vous. On s'intéresse aujourd'hui à ces 1 an du Covid. Alors 1 an avec quelques heures en plus, parce que c'était le 16 mars 2020 à 20h. Où étiez-vous d'ailleurs ce jour-là à 20h, attendant fébrilement les mots du président de la République nous annonçant un confinement? On va en parler avec des DRH, avec des entreprises qui étaient en première ligne, mais qui ont dû évidemment affronter cette crise. Et puis on parlera avec elles de ce qui s'est passé depuis 1 an, ce qu'elles ont mis en place. Est-ce qu'elles sont déjà dans une transformation post-Covid? On en parle avec 2 DRH. Sandra Azlar, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. DRH du groupe Monoprix. On reviendra avec vous sur ce que vous faisiez et ce que vous avez mis en place dès le moment où vous avez appris cette nouvelle. Pour être très honnête, certains DRH avaient eu quelques informations avant. Certains groupes avaient été informés dès le vendredi que planait le risque d'un confinement. J'imagine que dès le départ, vous aviez anticipé. Céline Fabre, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH de Domus Vie. Domus Vie, c'est l'aide à la personne d'une manière générale. C'est les maisons de retraite, par exemple. Par exemple, entre autres, voilà, avec de l'aide à domicile également. Aide à domicile. En service, l'ensemble des prestations au service du bien-être des personnes âgées. Et on reparlera des recrutements parce que chez vous, vous avez continué les recrutements parce qu'il y a un vrai débat. Il fallait faire face. Et puis la grande distribution, on l'a évoqué il y a quelques semaines, s'est retrouvée avec des collaborateurs qui vous ont dit écoutez, madame, je suis désolé, mais moi je garde mes enfants. Les écoles étaient fermées et il fallait évidemment répondre aux besoins à l'urgence dans vos 2 secteurs qui étaient des secteurs en première ligne. Il faut le rappeler. Benoît Serre, merci de nous rendre visite. Bonjour, ravi de vous accueillir. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH Senior Partner au Boston Consulting Group, qui était sur notre plateau d'ailleurs hier, et puis ancien DRH de plusieurs grandes entreprises d'assurance, en tout cas de mutuelles, et de grande distribution du bricolage. Vous étiez où, mesdames, le soir à 20h? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qu'on fait quand on est DRH de 2 grandes entreprises comme Domus Vie ou Monoprix, qu'on attend tout de même que le coup près tombe, il est 20h, et à 20h10, on était au courant. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais dans un magasin Monoprix avec les équipes. Parce qu'on savait que les annonces allaient arriver et qu'il était important de montrer aussi notre soutien parce que c'était une annonce très anxiogène. On ne savait pas trop ce qui allait se passer et les collaborateurs l'étaient tout autant. Donc j'étais en magasin avec les équipes. En magasin pour commencer à rassurer, mettre en place et réfléchir. Et puis comprendre et appréhender les réactions. Oui, parce que pour être honnête, là vous le prenez sur la tête et vous dites j'ai 2 jours pour me retourner, quoi. C'est ça qui se passe. Exactement. Comprendre la crise, comprendre ses conséquences et puis c'est surtout mettre en sécurité nos collaborateurs, s'assurer qu'ils soient bien protégés parce qu'on a continué à... On le dit, vous aviez des masques déjà? Parce que je me rappelle très bien que le 16, la vraie question c'était où on trouve des masques, où est-ce qu'on va les chercher, comment on fait pour les récupérer? C'est ce qui vous est arrivé. Alors on avait anticipé en commandant des masques, mais qui avaient été réquisitionnés quelques jours avant. Voilà. Donc pendant les 15 premiers jours de la crise, on a eu beaucoup de difficultés à équiper nos salariés. Domus Vie, alors l'aide à la personne, pas que les maisons de retraite, mais l'aide à domicile et d'autres activités en première ligne. Parce qu'il faut nourrir, il faut accueillir, il faut protéger, il faut soigner. Vous étiez où, vous, à 20h? En situation de travail également, puisqu'il fallait envisager toutes les options. Et donc nous étions réunis avec l'ensemble des membres du COMEX pour pouvoir apporter en fait très rapidement des solutions pratiques. Aux opérationnels de terrain. C'est quoi? C'est les masques, c'est les outils? Ça passait évidemment par ça, mais ça va en fait de la gestion des déplacements des collaborateurs, puisqu'il y avait des restrictions qui concernent également les déplacements de nos collaborateurs. Et puis c'était se mettre en situation déjà d'écoute, situation que nous avons tenté de mettre en œuvre tout au long en fait de cette crise et que nous mettons encore en place pour recueillir effectivement les besoins des collaborateurs et essayer de cibler les actions pour les rendre les plus efficaces possibles. Je vais donner la parole à Benoît Serre parce qu'on va avoir une expertise peut-être plus transversale à travers la NDRH, à travers les études que publie la NDRH, mais vous, en tant qu'individu, en tant que salarié d'une entreprise, de grandes entreprises, vous imaginiez que les DRH allaient être autant mis dans la lumière? Parce que, pour être très honnête, c'était plutôt des métiers, non pas en première ligne, mais plutôt en deuxième ligne. Et vous vous retrouvez aujourd'hui à témoigner sur un plateau de télévision de vos activités. Vous l'imaginiez, ça, que les DRH allaient prendre autant d'importance dans ce dispositif? Alors, très honnêtement, pendant la période de crise, la période la plus aiguë, on a été projeté à une vitesse tellement folle, en fait, dans cette situation, que je n'étais pas dans cette réflexion-là. Ça n'est qu'avec le temps, après, que les choses ressortent un peu. Mais très sincèrement, non, ça n'était pas la réflexion du moment, même si l'aspect humain a toujours eu son importance et continue de l'avoir. Question pratique, je donne la parole à Benoît Serre. Combien de personnes, entre guillemets, je mets des guillemets, vous lâchent
dès lors qu'elles découvrent des femmes, des hommes, qu'elles ne pourront pas venir travailler, garde d'enfants. Vous vous retrouvez avec des plannings et avec des vides. Combien de personnes là tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait là? Alors comment on fait? De manière très concrète, en fait, nous avons engagé 2 campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux. La première campagne qui était la campagne que nous avons appelée la campagne Solidarité, qui était au début de la crise, pour appeler en fait un maximum de personnes à rejoindre le secteur d'activité. Il y a eu beaucoup d'élan de solidarité nationaux, nous l'avons vu. Et la deuxième campagne de recrutement, ça a été la campagne que nous avons appelée Renfort, qui devait permettre à partir du mois d'octobre, comme son nom l'indique, voilà, de renforcer les équipes. Et ça a été à peu près 800 missions adressées, c'est-à-dire des profils préqualifiés qui ont été adressés à l'ensemble de nos établissements. Donc il y a eu cette notion de renfort, mais surtout, le travail a consisté à essayer de faire en sorte de permettre aux salariés de rester le plus possible en poste. Oui, ça a été ça. En France et en Europe, hein, parce que je précise que Domus Europe, Vie, c'est dans beaucoup de pays en Europe, absolument. avec une mécanique. En un mot, combien de salariés vous lâchez? 30% dès les premiers jours. Poum. Garde d'enfants et la peur. Et la peur, oui. Et la peur, et avec cette obligation de maintenir l'activité, puisqu'on est, comme vous, considéré comme de mission d'utilité publique. Pour continuer. C'était légal, hein, c'était... Exactement, oui. exactement. Et il fallait absolument maintenir l'activité. Et je vous rappelle que les premiers jours qui ont succédé aux annonces, il y a eu la cohue dans les magasins avec des personnes, des clients qui faisaient des gros stocks, une violence sans nom. Oui. On se souvient de ces fils dans les supermarchés. Incroyable. Nos collaborateurs ont subi ça, sans protection, on se le rappelle. C'est vrai. Et voilà, et donc entre 30 et ça a été jusqu'à 50% d'absentéisme. Benoît Serre, comment vous la regardez cette crise? Parce qu'on se souvient des mots de Bruno Le Maire qui disait depuis 39-45, on n'a jamais eu une crise. Pareil, il l'avait dit assez tôt d'ailleurs. Hein, les Français se sont dit on est en train de vivre quelque chose non seulement d'exceptionnel, mais d'historique, du jamais vu. Vous avez eu ce sentiment-là où vous avez été, comme moi d'ailleurs, stupéfait de ce qui se passait? Parce que même les 15 jours de confinement radical, on n'avait pas imaginé qu'on serait aujourd'hui sur un plateau un an plus tard. On s'est dit tout ça sera réglé cet été, l'entreprise repartira de plus belle et tout ira bien. En fait, c'est pas vrai. En fait, c'est une crise très très particulière. Replacez-vous il y a 2 ans. Si on vous avait dit il y a 2 ans, un jour, un gouvernement vous expliquera que vous ne pouvez pas sortir de chez vous après 18 heures, que vous ne pouvez pas sortir de chez vous du tout, ou qu'il vous faut un papier où vous vous autoproclamez autorisé à sortir, vous auriez dit c'est un pays de fous, enfin c'est une dictature, je sais pas quoi. Donc il faut voir que avec le peu de recul qu'on a maintenant, un an, c'est quand même un truc incroyable, quoi. La deuxième caractéristique, c'est, vous l'avez évoqué toutes les deux, c'est effectivement pourquoi les DRH se sont retrouvés au centre du truc. Bah ouais. C'est parce que quand le coup près est tombé il y a 1 an, qu'est-ce qu'ont fait les DG? Ils sont retournés vers leur DRH en disant ils ont fait quoi? Vas-y. Hein. Pourquoi? Parce que cette crise, elle est très très particulière. Elle est profondément humaine. Elle n'est que humaine, en fait. Sûr. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, vous pouviez être malade de la même manière. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec les crises qu'on a connues en 2008. Ou la crise financière, oui. Tout le monde l'a vécu à sa manière, d'une certaine manière, et dans les entreprises. Et puis, le troisième, peut-être enseignement qu'on peut trouver, c'est, moi, en tout cas, c'est la partie optimiste de l'affaire. C'est que les entreprises ont quand même démontré, Monoprix, Domus Vie et d'autres, une agilité absolument incroyable, parce qu'en 48 heures, elles ont retourné le truc. Et qu'est-ce qui s'est passé en 48 heures? Tout d'un coup, on s'est mis à oublier. Avec peu de moyens, Benoît Serre. Rappelez-vous la polémique sur les masques. D'une part, Eh oui. on a oublié les 150 000 PowerPoint et tableaux Excel pour contrôler n'importe quelle décision. Le prévisionnel financier, Bref, tout ça. Les entreprises ont découvert une forme d'agilité qu'elles ne soupçonnaient pas. L'autre petit point, quand même, et vous l'avez évoqué, c'est que quand il y a 1 an, on s'est dit bon, le truc va durer 3 mois, puis après c'est bon, on va reprendre comme avant, quoi. Ce qu'on a cru, parce qu'en septembre, on repartait comme en 40. La fleur au fusil. Et puis patatras, en octobre, ça recommence. Et là, depuis, on vit dans une espèce de monde bizarre. Peut-être que ce qui n'avait pas été anticipé, peut-être, mais c'était très difficile de le faire, c'est la dimension de détresse psychologique globale que créerait cette crise et sa durée. Et je pense que c'est ça... Dont on ne perçoit pas d'ailleurs les conséquences. Hein, et là, aujourd'hui, je pense que c'est ça... La crise économique, elle est là, on est en plein dedans, on est endetté jusqu'au cou. OK, très bien. Le rapport 40-45, il vient plutôt de là, d'ailleurs. Oui. En revanche, la dimension psychologique et les effets durables, positifs, sur l'évolution des entreprises, et négatifs sur les gens, ça, c'est sans doute l'enjeu central. Il y a
Un an après, le président de la République, en tout cas le Conseil de défense, au moment où nous parlons, se tient actuellement à l'Élysée, va peut-être prendre des décisions qui sont peut-être radicales, nous dit-on. Le taux d'incidence est très élevé. On est bien au-delà des 50 évoqués au tout début de cette pandémie. On est à 450 cas en taux d'incidence, c'est énorme. 600 à Paris. 600 à Paris. Dans quel état d'esprit vous vous situez ? Parce que il y a un petit côté, un monde sans fin. Ça ne s'arrête pas. Est-ce que vous tenez la barre ? Est-ce que vos collaborateurs, j'ai vu que vous aviez accompagné, et on en parlera de côté Monoprime, il y a eu du travail sur des massages d'ostéopathie, vous avez fait en sorte que vos collaborateurs puissent tenir vulgairement, physiquement. Absolument. Et là, ça fait un an. Juste avant de répondre peut-être à la question, j'en profiterai pour remercier tous les collaborateurs, vous les citez, pour les remercier vraiment très chaleureusement. 35 000 ? Combien de collaborateurs ? 35 000 hein. au sein de Domusvie, 15 000 collaborateurs en France, mais d'une façon plus large d'ailleurs, on peut y associer évidemment tous les salariés en fait de ce secteur d'activité. Je crois que ça doit nous encourager effectivement à accélérer encore plus toutes les actions. Vous le citiez, de l'ordre de 400 peut-être séances d'accompagnement psychologique qui ont été mis en place. Il y avait les massages, tout ce qui tourne autour des massages, l'ostéopathie, plébiscité effectivement par les collaborateurs, tout un socle de petites et grandes attentions qui doivent entretenir la motivation en fait de ces collaborateurs. C'est très important dans la période. Je vous poserai la question, vous avez le temps d'y réfléchir, mais il y a eu une polémique sur les résidences médicalisées, les EHPAD, sur le fait qu'on enfermait ces personnes, et il y a d'ailleurs des recours juridiques d'ailleurs aujourd'hui de familles qui ont dit mais attendez, on ne s'est pas bien comporté avec ma mère ou ma grand-mère. Comment vous réagissez à ça ? Parce qu'il y a eu un débat sur on a un peu mis sous cloche pour protéger ces personnes âgées ou certaines malades. Comment vous le gérez ça ? Alors, ma réponse ne vous surprendra certainement pas, Arnaud. Je ne répondrai évidemment pas directement à la question que vous me posez qui concerne les situations, mais par contre... écoutez, merci. On tire le rideau, terminé. Mais par contre... Au moins, vous avez l'honnêteté de le dire, c'est ça qui est bien. La meilleure des réactions, je pense, elle est de se souvenir en fait de sa raison d'être d'une certaine façon. Notre raison d'être, c'est de maintenir et d'entretenir les liens humains. Et c'est également de faire en sorte de poursuivre en fait les activités coûte que coûte. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Et je pense que la meilleure façon effectivement de répondre, c'est de mettre en lumière la richesse en fait de tous ces métiers. Et de rappeler que lorsque nous avons la chance, parce qu'il faut considérer ça comme une chance, aujourd'hui nous avons 1500 postes à pourvoir et offres qui sont proposées sur notre site, emploi.domusvie, c'est une chance extraordinaire et je pense qu'il est préférable en fait de mettre en valeur les qualités. J'entends bien votre discours. Les personnes. Non mais je ne faisais pas référence à une affaire en particulier. Je disais simplement qu'il y a eu une stratégie vaccinale qui a été d'abord de vacciner les EHPAD, on s'en souvient, et ça rejaillit aujourd'hui. Certains disent mais pourquoi d'abord les EHPAD ? Pourquoi pas les plus de 50 ans qui sont en activité ? C'est une question d'ailleurs qui dépasse largement la stratégie de Domusvie et ces recrutements. On vient d'apprendre que vous aviez ouvert 1500 postes, donc c'est une information importante. Côté Monoprix, alors là aujourd'hui le débat chez vous, c'est l'envers. On nous dit mais on ne peut plus aller au théâtre alors qu'on nous entasse dans les supermarchés. Ça, vous l'avez entendu. Là aussi, vous allez me dire, moi, je ne réponds pas à votre question, puis je vais plutôt... vous avez envie d'y répondre à ma question ? Non, je vais y répondre. Je vais répondre à la précédente, déjà. Très bien. Qui était comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui à la veille peut-être d'un reconfinement ? Oui, il y a un risque. Très sereinement, en vérité. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système de normalité. Ça fonctionne. Voilà, le contexte, c'est celui-là. On connaît maintenant les dispositifs. On a connu... on l'espère, le pire, sur cette période où il y avait plus la moitié de notre effectif, en tout cas en termes de continuité de l'activité, plus la moitié de l'effectif qui n'était pas là. Donc on a les outils pour le faire, on a l'agilité intellectuelle pour le faire, on a ouvert des portes qui étaient férocement fermées il y a encore quelques mois. Lesquelles, par exemple ? Je vais vous donner un exemple. Vous disiez tout à l'heure comment avez-vous fait pour trouver les ressources nécessaires. Oui, les masques, par exemple, et ainsi de suite. Les masques, oui, mais aussi continuer à maintenir l'ouverture de nos magasins quand il manquait un nombre significatif de collaborateurs. La solidarité, elle a été perçue, elle a été vécue au-delà des frontières de l'entreprise. L'engagement.
j'ai sollicité personnellement des collègues DRH de Zara, de Decathlon, de la Fnac, de Darty, d'Etam. Solidarité des DRH. Et je leur ai demandé comment est-ce que vous pouvez m'aider à maintenir l'activité de mes magasins. Et donc, ils nous ont mis en contact avec leurs collaborateurs qui étaient en activité partielle complète. Pour transférer. Et du coup, voilà, ils étaient en suspension de contrat. On a pu être en contact avec eux, Génial. faire des CDD et on a réussi à ouvrir un nombre incalculable de magasins grâce à cette solidarité. Et ce sont des choses que l'on n'imaginait pas il y a encore quelques mois. Benoît Serre, c'est intéressant. On a deux secteurs différents, évidemment. L'un dans l'aide à la personne, essentiel. L'un pour nous nourrir, ce qui était essentiel. Certains disent on est en train d'entrer dans le 21e siècle comme on est entré dans le 20e avec la guerre 14-18. On est en train de rentrer dans le 21e siècle avec cette crise Covid qui nous transforme, mais en profondeur, parce qu'on l'évoque souvent sur ce plateau, on n'est pas dans la crise financière de 2008, on est dans quelque chose de profond. On va vers quoi? Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais c'est quoi? On voit le patron de Danone qui se fait mettre sur le côté parce que l'entreprise a mission. Plus compliqué que ça. Et on l'a évoqué, il y a des débats de management internes à l'entreprise, mais est-ce qu'on est en train de changer vraiment de monde? Ou est-ce que c'est un peu des mots? On se joue de mots? C'est difficile Je vais répondre à la question déjà, mais c'est difficile. En fait, la durée de la crise, elle impacte tellement le corps social, on va dire, que je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Maintenant, le niveau d'évolution qu'on va avoir, il va dépendre de la capacité de ce qu'on appelle généralement les corps constitués, c'est-à-dire l'État, les entreprises, les partenaires sociaux, enfin tous les acteurs qui transforment en fait le travail et l'organisation, eux-mêmes, d'accepter qu'ils ont changé de monde. Oui. C'est la grande inconnue en fait, ça. Parce que je crois que le corps social des entreprises, qui est totalement éclaté aujourd'hui, et d'ailleurs, la solidarité ou l'engagement dont Sandra parlait, il est encore plus fort parce que vous aviez un corps social éclaté entre ceux qui étaient en chômage partiel, ceux qui étaient sur site, ceux qui étaient absents pour des raisons personnelles, ceux qui étaient malades, enfin vous aviez quand même... Donc il s'agit de reconstituer les collectifs. Ça, c'est un enjeu central. C'est probablement l'enjeu de septembre. Quand vous parlez avec des DRH, ils vous disent tous, mon sujet, c'est comment je vais reconstituer mon entreprise. On n'a jamais parlé autant de l'entreprise. Et positivement, si je peux me permettre. Notamment, vous avez vu, on parlait tout à l'heure, j'ai vu ce sondage Service Interactif, je crois. Il dit, en fait, l'entreprise, 68% des salariés considèrent que l'entreprise a bien géré la crise. C'est le plus gros score. Du coup, ça pose quand même une sacrée question. Quand vous voyez les réponses sur le gouvernement et sa gestion vaccinale... C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne changera pas, on n'entrera pas dans ce 21e siècle, ou 22e, ou je ne sais plus lequel, comme ça, si tout le monde s'y met pas. Or, c'est un avis très personnel qui n'engage que moi. Quand j'observe les comportements des entreprises, on voit que certains sont en train de chercher des solutions alternatives, intelligentes, modernistes, prendre en compte l'humain, etc., beaucoup plus fortement qu'avant. Cette crise, elle a permis de se rendre compte quand même que l'humain ne sera pas remplacé par la machine. La preuve, c'est que quand ils ne sont plus là, ça marche moins bien quand même. Hein. Donc ça, c'est un premier. Par contre, est-ce que les deux autres, que sont l'État et que sont les partenaires sociaux, vont avoir le courage, parce que j'utilise ce terme à juste titre, ce courage de même remettre en cause des schémas, etc. Ça, c'est la grande question, parce que sinon, le risque que nous aurons, c'est d'avoir une législation du travail et un modèle de dialogue social calé sur un ancien monde quand l'intégrité du corps social réclame un nouveau monde. Or, les acteurs de l'État politique, les acteurs syndicaux, ont déjà un problème de légitimité. Donc c'est le sujet, il va se poser là. Donc c'est les entreprises, je suis assez confiant quand je regarde à droite, à gauche, les entreprises sont prêtes quand même à faire bouger les lignes, des milliers d'accords ont été signés, donc voilà, donc je suis plutôt optimiste, mais il faut que le relais soit pris. Qu'est-ce que vous avez changé, mesdames, avant de nous quitter, dans vos activités de DRH, dans la manière dont vous réorganisez votre travail, que vous repensez même votre travail? Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Il y a une prise de conscience, je crois, très, très, très forte de la part de tous les managers et l'ensemble des parties qui sont sur le recrutement, la fidélisation, d'une nécessité de faire un peu la candidature inversée. C'est à nous d'aller vers les candidats potentiels beaucoup plus que nous ne le faisions. C'est des métiers difficiles, il faut préciser que c'est compliqué les métiers de l'aide à la personne, c'est difficile, ce sont des salaires assez faibles, difficiles. Alors en termes de rémunération, c'est vrai qu'on valorise beaucoup la progression parce que quand vous êtes dans une activité où vous avez une vingtaine de métiers différents qui peuvent être exercés, on peut évoluer dans ces métiers. Vous accompagnez 400 personnes dans des parcours de VAE tous les ans pour leur permettre d'accéder à des niveaux de qualification ou de diplômes supplémentaires. Je pense qu'il faut savoir aussi valoriser ces parcours et ces progressions. C'est très important. Qui sont vraiment très importants. Donc il y a un besoin de beaucoup plus de personnalisation aussi. Nous avons conclu une convention de partenariat avec les Deux Rives pour accompagner justement ces personnes
en situation de parcours de validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Pour les faire avec grandir. Exactement, mais c'est du cas par cas et c'est de l'accompagnement très personnalisé. Je pense que là, il y a une prise de conscience très forte de ce besoin sur l'ensemble de nos métiers et dans notre entreprise en particulier, je crois. Sandra Azlar, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Est-ce que vous avez changé les tableaux Excel? Est-ce que vous êtes plus en direct? Qu'est-ce qui a changé? Il y a forcément des choses qui ont changé par cette accélération. Qu'est-ce qui a changé? Je crois qu'on a gagné, on a dû gagner au moins 5 ans en l'espace de quelques mois en termes d'agilité, de décloisonnement. C'est-à-dire que les équipes se parlent beaucoup plus. Tu en parlais tout à l'heure. Ça vous a surpris même, vous dites, mais en fait, il y a de la vie, on arrive à avancer ensemble, quoi. On a essentialisé notre métier. Ouais, c'est-à-dire qu'on a remis l'essentiel à sa place. C'est quoi l'essentiel? C'est qu'on se parle, c'est qu'on avance? C'est d'être ensemble, c'est de bien écouter notre cœur de métier. Et ça a inversé les pouvoirs entre les fonctions amont et le terrain. Les magasins, ils étaient en première ligne, c'est eux qui ont fait la C'est boîte. intéressant ce que vous dites. Hein. Les magasins se retrouvent en première Bien ligne. sûr. En première ligne, et puis en termes d'écoute, d'attention, de considération de la part de l'entreprise, parce que ce sont eux qui ont fait en sorte que la boîte tienne. Les partenaires sociaux, il reste peu de temps, mais Benoît Serre, il le dit souvent sur ce plateau, il faut que l'État et les partenaires sociaux se mettent à la vitesse à laquelle vous courez, oui ou non? Oui, mais je ne suis pas du tout inquiète là-dessus. On a déjà réussi à mettre en place une formation innovante dans cette période grâce à Ils vous ont suivi, les de partenaires 400, tout le monde suit dans l'entreprise. Donc je ne suis pas inquiète pour ça. C'est une initiative en Occitanie qui a réuni également le Pôle emploi, l'Agence régionale de santé, qui permet en 400 heures de montrer en fait une première approche de ce métier-là. Donc je ne suis pas inquiète. Il y a une vraie dynamique sur les terrains. 15 secondes, Benoît Serre, c'est-à-dire 30, vous en avez l'habitude. Ce qui est très intéressant, c'est que les partenaires sociaux sur le terrain, dans les entreprises, ça s'est super bien passé. Oui, c'est vrai, les accords ont été signés dans les boîtes. Et je ne suis pas du tout inquiet. Quand je disais ça tout à l'heure, je ne parlais pas de ça. Je parlais de la technostructure. Technostructure, même des syndicats d'ailleurs. Le débat sur l'assurance chômage, etc. Donc, en revanche, ça prouve bien que dialogue social comme salarié, la vérité est plus que jamais dans le terrain. Et moi qui ai passé 10 ans de la grande distribution, Sandra ne me dira pas le contraire. Le terrain, c'est quand même la clé dans ce type de métier. Merci à vous, mesdames, d'être venues nous faire partager votre expérience et puis quelque part un peu de prospective parce que on est un peu fébrile, il faut le dire, vous l'êtes en tant que DRH, de ce qui peut nous arriver là dans les jours qui viennent. Évidemment, comment l'économie va réagir, comment les salariés, parce qu'il y a un taux d'acceptabilité qui devient de plus en plus difficile, il faut le dire. Il y a plus de 62% des Français qui ne veulent pas d'un confinement équivalent, donc il en reste 40 qui le souhaitent. Merci à Céline Fabre d'Omusvie, vous en êtes la DRH, 35 000 collaborateurs, il y a beaucoup de pays en Europe avec des initiatives et 1500 postes en recrutement, c'est important. Et vous l'avez compris, on peut progresser aussi dans ces métiers, c'est important de l'entendre. Merci à Sandra Azlar, c'est le groupe Casino. Je n'ai pas resitué le groupe Monoprix qui appartient au groupe Casino. Vous êtes, vous, la DRH du groupe Monoprix. Combien de collaborateurs à Monoprix? 23 000. 23 000 collaborateurs. 35 000, 23 000. Ça fait beaucoup de salariés qui travaillent. Benoît Serre, merci d'être venu sur le plateau. Je ne vous demande pas combien vous êtes collaborateurs. Vous êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH avec des études régulières, presque trimestrielles, pour prendre la température, le pouls des DRH. C'était un plaisir de vous accueillir. C'est bientôt fini. Restez avec nous. C'est Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse à une entreprise justement qui accompagne les DRH dans du conseil. Elle sera avec nous dans quelques instants. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. On parle de recrutement, vous le savez, dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'approche Athlete Thinking. Je l'ai mal dit? Non, Athlete Thinking, très bien. Athlete Thinking, je tiens. Henri Vidalin, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupe Grant Alexander. Ça fait 30 ans que cette entreprise offre des conseils. En effet, elle a été créée il y a 30 ans. 30 ans. Vous dites, on fait des propositions et des mesures RH, mais sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ça aujourd'hui? On vient d'avoir un débat sur le Covid avec des RH qui nous disent tout a été différent, tout est changé, il faut individualiser les propositions. Vous aussi, chez Grant Alexander, vous vous adaptez à cette situation? On a une relation privilégiée avec nos clients. On essaie autant que possible d'en faire des partenaires, bien comprendre leurs besoins et effectivement de répondre à leurs besoins.
lateral thinking, c'est quoi? Donnez-nous une définition, parce que c'est pas un mot qu'on a beaucoup utilisé. C'est quoi? C'est finalement être... Il n'y a pas que la compète dans la vie? Oui, lateral thinking, au départ, c'est une philosophie qui invite à considérer la dimension mentale comme un élément clé de la performance. À l'exemple des sportifs de haut niveau, on peut monter son niveau de performance en travaillant son mental. C'est exactement ce qu'on souhaite faire avec nos candidats, avec les candidats qu'on accompagne. Donc vous nous dites, pas question forcément d'être un bibin d'homme. Non. On fait travailler sa tête. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est pas le fait que nos candidats courent vite. Évidemment, vous l'avez compris. C'est le fait qu'ils aient un mental d'athlète qui leur permette de rebondir le cas échéant. Et en ce moment, s'il y a bien un domaine sur lequel on a besoin d'être fort, c'est le mental. Il faut faire preuve de résilience. Quand on est leader aujourd'hui, la résilience, c'est fondamental. Mais ça se travaille, le mental. Les athlètes de haut niveau sont bien là pour nous le montrer. Hein. On parle du mental de l'athlète sur le plan individuel, mais on parle également du mental de l'équipe. De l'équipe, absolument. Les choses sur lesquelles on peut travailler. Ce qu'on appelle la solidarité. Ça, ce sont des offres nouvelles que vous proposez, parce qu'il y a 30 ans, j'imagine que Grant Alexander... Non, mais ça vient en complément. Ça vient en complément, en fait, d'une approche que l'on met en avant, qui est l'approche 3D, pour 3 dimensions. Nous, on va sur la dimension savoir-faire, la dimension savoir-être et la dimension savoir se développer. C'est précisément celle dont on parle. C'est la capacité à aller chercher ce supplément d'âme, ce supplément de mental qui va permettre, de faire la différence à un moment clé. Un moment clé, ça peut être l'échec. C'est l'échec, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait de la part d'un client. Échec sur un contrat. Le gars ou la fille qui est en capacité de rebondir immédiatement et de repartir vers soit capable de te relever après une nouvelle opportunité, fera la différence par rapport à d'autres. Comment vous définiriez? Parce que là, on voit ce que vous évoquez par rapport à vos propositions. Vous êtes un cabinet de conseil, vous accompagnez, il y a du coaching. Comment vous définiriez en quelques mots, Grant Alexander? Nous, on est sur 3 métiers. Notre métier historique, c'est le métier du recrutement. Et sur ce métier du recrutement, je vous l'ai dit, on propose cette approche 3D. On a une deuxième activité qui est le métier du développement des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va proposer des solutions d'identification des talents, d'évaluation. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 semaines, la question s'est posée de savoir quel était le meilleur de 3 candidats, 2 en interne, 1 à l'extérieur. Ça, c'est une question importante. Et on m'a sollicité, parce qu'on ne peut pas forcément recruter, on n'a pas toujours intérêt à recruter. Regard extérieur. On a intérêt à regarder dans l'entreprise qui peut prendre le poste. J'ai envie de dire, même on a intérêt en priorité à regarder qui dans l'entreprise est en capacité d'aller prendre le job. Et donc, à ce moment-là, il est important d'avoir un regard extérieur. C'est précisément ce qu'on va proposer. Donc, on a... Vous avez tranché ? Oui, on a tranché. Et c'est précisément le candidat qu'on avait retenu. Donc, ça tombe bien, qui a été sélectionné. Donc, on vient avec des outils d'évaluation. Tous nos consultants sont formés à ces outils d'évaluation. En l'occurrence, on travaille avec un outil qui est Hogan et qui démontre à chaque fois sa pertinence sur à la fois du recrutement et de l'évaluation. Le 3e métier, si vous permettez, c'est le métier de l'accompagnement des transformations. C'est le métier du conseil à l'accompagnement des transformations. Qui se développe beaucoup là. S'il y a bien un sujet dont on parle, il n'y a pas une entreprise qui ne soit pas en transformation aujourd'hui. C'est vraiment un sujet. Je crois qu'il y a une étude qui démontre que 50% des entreprises se sont transformées d'une façon ou d'une autre dans les 9 derniers mois. Quelle définition vous donnez au mot transformation? Parce qu'on parle de transformation digitale, de transformation des comportements. La transformation digitale, c'est la façon effectivement de gérer maintenant dans un univers digitalisé. Mais une transformation, ça peut être aussi le fruit de rapprochement. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise dans le secteur de l'immobilier social qui s'est consolidée après avoir intégré 3 sociétés, et il a fallu créer une organisation groupe. C'est une véritable transformation. Ça, c'est une transformation, bien sûr. Ah, ça, c'est une belle Parce qu'elle a grossi. Elle a grossi, et donc désormais, il faut intégrer de nouveaux collaborateurs. On ne va pas manager de la même façon. On a besoin de mettre en place une direction centrale des ressources humaines, direction centrale des achats. Ça fait partie des sujets sur lesquels on va travailler. Avant de nous quitter, dans les grandes masses des 3 métiers, qu'est-ce qui se développe le plus en ce moment? Non, je vais vous dire, le recrutement, aujourd'hui, ça reste pour nous une activité importante. Pourquoi? Parce qu'on est à un positionnement exécutif. Et évidemment, ce positionnement exécutif, il nous sauve, j'ai envie de dire, en ce moment. Parce qu'on a besoin de continuer à recruter un DAF, on a toujours besoin d'un DRH. Deuxième élément qui fait la différence en ce moment, c'est la diversification. Je vous expliquais qu'on avait plusieurs métiers
Et on a un portefeuille de 300 clients actifs qui vont du secteur du BTP, évidemment, au secteur de la restauration. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a des secteurs qui vont mieux que d'autres. Ah oui. Et donc, dans ce contexte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte de repositionner nos ressources vers les secteurs qui fonctionnent bien, la santé, la chimie, le secteur du BTP, évidemment celui du numérique. Merci Henri Vidalingue, président du groupe Grant Alexander. Vous nous transmettez votre passion. Avec la passion plaisir. de ce métier, c'est 30 ans d'existence. Et puis, je ne l'ai pas précisé, mais 16 collaborateurs nouveaux en 2020. Donc, vous êtes vous aussi en interne, en expansion. Et puis, c'est dans plusieurs villes de France, notamment Paris, Lyon. Mais ce n'est pas facile de trouver les bonnes ressources en ce moment. C'est ça, les talents. Et c'est le vrai sujet. Merci d'être venu sur Avec notre plaisir. plateau. Grant Alexander, c'est un joli nom. Merci à vous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian Soula à la réalisation. Merci à Héloïse Merlin au son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Margot et merci à Pauline Gratel, toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous, évidemment. Portez-vous bien. Évidemment, à la veille peut-être d'un nouveau confinement. Je serai là demain. Bye bye, restez fidèles à nos programmes.